Van Gogh arrive à Paris vers le mois de mars 1886. Il y restera 2 ans. Il part pour Arles en février 88. 2 ans d'une production intense et la rencontre déterminante avec le réalisme impressionniste, le néo-impressionnisme et le japonisme. Il vient à Paris pour y étudier la figure, surtout en espérant pouvoir trouver des acheteurs, et la première année, il vit chez son frère. Ici, portrait de l'artiste par lui-même avec un chapeau de feutre vers le printemps 1886. Il peint une vingtaine d'autoportraits au cours de ce séjour à Paris. Ce portrait extraordinaire de présence reste encore académique dans la lignée du portrait romantique, mais l'autoportrait pour Van Gogh, tout au long de sa courte vie, a une grande importance. Il lui permet une sorte d'auto-analyse stylistique, d'une part, mais aussi une auto-analyse psychologique. L'autoportrait comme la tenue d'un journal. La lumière sculpte le visage et c'est l'accord des couleurs complémentaires qui le détache du fond sombre. Il écrit à sa sœur en 88 « J'ignore quelle impression Paris pourrait faire sur toi. C'est la première fois que je l'ai vu. J'ai senti surtout les choses tristes. Et cela m'est longtemps resté, bien que j'ai fini plus tard par comprendre que Paris est une serre chaude d'idées et que les gens cherchent à en tirer de la vie tout ce qu'il est possible d'en tirer. Auprès de cette ville-là, toutes les villes deviennent petites. Paris semble grand comme la mer, mais on y laisse toujours un grand morceau de la vie. Et une chose est certaine, c'est que rien n'y est sain. C'est pourquoi, quand on vient de là, on trouve ailleurs des choses excellentes. L'œuvre de Van Gogh est toujours un choc. Et pourquoi, en fait, est-ce la présence du sujet, la tension, l'intensité dramatique, la couleur pure, la couleur si expressive, les cadrages, le tourment, la folie de peindre aussi? En fait, nous croyons connaître Van Gogh et en fait, il nous surprend toujours. Il nous emporte dans la puissance d'une œuvre passionnée, frénétique, qui laisse passer quelque chose d'une émotion incomparable. À ce propos, il cite son grand maître Millet. « L'art, c'est un combat. Dans l'art, il faut y mettre sa peau. Il s'agit de travailler comme plusieurs nègres. J'aimerais mieux ne rien dire que de m'exprimer faiblement. » Van Gogh en boîte à biscuits, Van Gogh en boucle d'oreille, Van Gogh en mug, l'oreille de Vincent en porte-clés, Van Gogh en descente de lit, en paillasson, Van Gogh accommodé et maltraité à toutes les sauces de rentabilité financière. Eh bien, Van Gogh reste toujours Van Gogh, l'unique. Terrasse au jardin du Luxembourg, début de l'été 86. Les personnages sont traités en silhouette. Notons l'importance du noir et des pointes de rouge qui ponctuent un paysage clair. On pense à Corot et au début de l'impressionnisme. Le musée du Luxembourg est l'un de ses musées préférés. À la fin du 19e, c'est le musée des artistes vivants, le premier musée d'art moderne. Son frère Théo est marchand d'art à la galerie Bousseau et Valadon sur les grands boulevards, le quartier haussmannien cher aux impressionnistes. Les moyens de Vincent sont très réduits. Il étudie les maîtres au Louvre et il suit les cours de nu dans l'atelier de Cormon. Il rencontre Toulouse-Lautrec, Émile Bernard, puis il noue amitié avec Signac, avec Gauguin, avec d'autres encore. Fleurs et tournesols. C'est la première apparition des tournesols. La mise en scène ici est classique, mais une chaleur particulière irradie toutes les matières et une présence de la touche est palpable. Un magnifique accord de couleurs complémentaires, rouge et vert. Les nombreux tableaux de fleurs, au moins une trentaine, lui permettent peu à peu d'éclairer sa palette et il constitue sa principale occupation pendant l'année 86. Cela marque aussi sa solitude, un enfermement, un silence dépourvu d'échange. Le sujet porte bien son nom de nature morte, les fleurs n'ont pas peur du peintre et inversement. Il faut dire que Van Gogh
toujours à la recherche de modèles vivants, en effraiera plus d'un au long de sa courte carrière. Pour comparer ce bouquet de Fantin-Latour de 1864, celui-ci de Monet de 1881-82, celui-là de Renoir, Fleurs dans un vase vers 1869, le même bouquet, le même vase, peint par Monet, Fleurs et fruits, 1869, peint le même jour sans doute. Vase avec Marguerite et Anémone par Vincent van Gogh. Et un bouquet de fleurs dans un vase bleu par Cézanne. Encore par Van Gogh, Fleurs des champs. J'aurais pu d'ailleurs aussi ajouter un bouquet de Manet. En voilà un, celui-là par Gauguin, plus tard, en 1896. Le 14 juillet 1886, un prétexte pour la touche divisée, très divisée, très épaisse, les couleurs pures qui s'emparent de l'espace pour brouiller les pistes réalistes. C'est aussi, il faut le noter, un hymne à la France, et évidemment fortement symbolique. Nous avions assisté avec Monet, 8 ans auparavant, à la célébration du 30 juin 1878 dans la rue Saint-Denis, dans la rue Montorgueil, un sujet traité dans la liberté d'improvisation, la mobilité de l'air et l'explosion sérielle des drapeaux. Situé au 54 rue Le Pic, au 4e étage d'un immeuble haussmannien de la butte Montmartre, la chambre de Van Gogh donne sur les toits. Et une juxtaposition systématique des complémentaires, bleu et orangé, rouge et vert, quasiment une utilisation scientifique des théories du pointillisme, une ligne de dessin très nette, une pureté de l'éther, une différenciation des touches selon le sujet représenté, plus d'épaisseur dans le ciel, et puis un rien tremblé de la ligne pour les constructions, une composition à la japonaise, un vide aérien central, une respiration qui n'existe pas dans les œuvres des artistes comme Signac ou Luce, qui, eux, systématisent et dès lors, de manière scientifique certes, mais dès lors froidement, le spontané de l'impressionnisme. Un exemple ici avec Maximilien Luce et ce paysage vu de Montmartre, à mon avis complètement éteint. Le moulin de la Galette. De février 86 à février 88, Van Gogh donc est fortement inspiré par Paris. Il y peint environ 200 tableaux. Il peint le moulin de la Galette, l'île de la Grande Jatte, le ponton devant le Louvre, les ponts de Chatou, Saint-Michel et le Pont-Neuf, le bois de Boulogne, la banlieue aussi, Asnières, Clichy. C'est une période fructueuse, intense. Le moulin de la Galette ici comme un souvenir des Pays-Bas. La clarté du ciel assombrit les façades et la composition n'est pas stabilisée, elle semble irrésistiblement entraînée vers l'arrière à gauche. Je pense à Casque d'or, le film de Jacques Becker en 1952. Et puis la Seine et ses berges, lieu de prédilection des impressionnistes. La couleur, la touche modèle le sujet, la juxtaposition des couleurs, leur organisation, le rouge formant cadre, font d'un sujet silencieux et serein une fièvre picturale, un emportement des matières. Beaucoup plus calme, les pêcheurs à la ligne sur la Seine à Poissy, par Monet en 1882. Et puis, une paire de chaussures. Il s'agit là d'un sujet saisissant, comme un autoportrait hyper réaliste, et pour le public nouvellement bourgeois du XIXe siècle, plutôt admirateur des Vénus alanguies de Bouguereau, il est complètement impensable d'exposer des chaussures dans son salon ou dans sa salle à manger, d'autant plus que celles-ci sont éculées, fatiguées, somnambules, sombrement peintes dans cette gamme de couleurs hollandaises d'avant Paris, informes, laides et sentant à plein nez la misère. Les souliers, comme encore une image de lui-même faisant référence à son maître admiré, Millet, le peintre paysan, arpenteur de la nature et du paysage. La toile est légèrement et très rapidement brossée, on en voit la trame brute,
des souliers grinçants, tragiques, qui ricanent comme des têtes de mort, mais la distribution des couleurs, là encore, emporte le regard, le bleu de Prusse associé à l'orangé souligné par un mince filet de vert. Et il en faut des souliers pour partir chaque jour, chapeau sur la tête, toile, couleur et chevalet en bandoulière, par les rues, par les routes et les chemins à la poursuite du sujet à peindre. Je le cite. Quelle drôle de chose que la touche, le coup de brosse, en plein air, exposé au vent, au soleil, à la curiosité des gens, on travaille comme on peut, on remplit sa toile à la diable. Alors, pourtant, on attrape le vrai et l'essentiel. Le plus difficile, c'est ça. Mais lorsqu'on reprend, après un temps, cette étude et qu'on arrange ces coups de brosse dans le sens des objets, certes, c'est plus harmonieux et agréable à voir, et on y ajoute ce qu'on a de sérénité et de sourire. Par Monet, toujours, le pont d'Argenteuil. Le pont Asnières, été 87. C'est le pont que franchit Van Gogh pour se rendre pendant l'été 87 à Asnières. Ce pont l'empruntaient les impressionnistes pour rallier la banlieue campagnarde, les bords de Seine pour aller pêcher, pique-niquer ou canoter, et tout particulièrement pour saisir les effets atmosphériques, le jeu des reflets sur l'eau et la lumière pure des jours d'été. N'oublions pas que ces paysages des alentours de la capitale n'ont jamais été représentés avant le XIXe siècle et que l'invention de la peinture en tube permet toutes les libertés d'un travail sur le motif. Il y a là une dynamique particulière liée à la courbe renflée du pont, une sorte d'exaspération des couleurs, une présence très très violente des couleurs pures. Alors qu'avec Monet, le paysage est immobilisé, peut-être une représentation plus véridique sur l'instant ou plus classique. Un dessin précis qui est à rapprocher du style des estampes japonaises. Voilà cette estampe de Hiroshige par exemple, Ohashi sous la pluie. Une copie, la copie qu'en donne Van Gogh. Le titre en est Japonaiserie, pont sous la pluie. Van Gogh est un grand collectionneur d'estampes japonaises, il en possédera plusieurs centaines, fasciné qu'il est par cet art jusqu'alors inconnu, puisque le Japon de l'ère Meiji s'ouvre au monde occidental en cette deuxième moitié du XIXe siècle. Le sujet, le dessin, cette perspective remontée, l'aplat, les couleurs, les cadrages inédits. Le restaurant Rispal à Asnières, été 87. Importance de la lumière et tout particulièrement la lumière d'été, luminosité du ciel, richesse du coloris et jaillissement de la forme. Là encore, il s'agit d'une scène pittoresque, mais les couleurs, emportées par la touche, focalisent le regard, aiguisent la sensibilité et déclenchent une pure émotion physique. Le restaurant de la Sirène, à Asnières. Un ballet de coups de brosse, horizontaux, verticaux et courbes, les couleurs avec leurs propriétés physiques, les couleurs chaudes qui avancent, les couleurs froides qui reculent, induisant la troisième dimension, et le mouvement. On imagine Vincent en contrebas, le chevalet planté dans la pente du coteau. Le style prolonge la manière impressionniste, à laquelle s'ajoute un lacis de touches de couleurs pures, parallèles. Les personnages sont complètement absorbés par l'architecture, mais ils ajoutent une note de vie, un mouvement à une composition abrupte, surgissant à droite comme un réel paquebot vers le spectateur. On pense au Déjeuner des canotiers de Renoir peint en 1881. Un portrait de groupe amical, des jeux d'ombre colorés, une touche ronde et rapide, des éclats de blanc, le paysage, la scène, les voiles, une atmosphère de liberté. Van Gogh, lui, est resté à l'écart, solitaire, à l'extérieur. Champ de blé à l'alouette. La touche balaie littéralement la toile. Nous sommes plus loin, aux environs de Paris, et l'artiste a piqué son chevalet sur le terrain fauché et au plus près du motif.
À propos de l'art japonais qu'il admire, il écrit « Il étudie un seul brin d'herbe, mais ce brin d'herbe lui porte à dessiner toutes les plantes, ensuite les saisons, les grands aspects des paysages, enfin les animaux, puis la figure humaine. Il passe ainsi sa vie, et la vie est trop courte à faire le tout. » Voyons, cela n'est-ce pas presque une vraie religion, ce que nous enseignent ces Japonais si simples et qui vivent dans la nature comme si eux-mêmes étaient des fleurs. Je pense à ce paysage, parmi les rares paysages de Francis Bacon, qui est daté de 1952. Chaque brin d'herbe est peint séparément et différemment orienté selon les mouvements de la végétation. Une sauvagerie soudaine tapis dans le tableau de Van Gogh et ici prête à bondir. Bacon est un très grand admirateur de Van Gogh. Agostina Segatori au Café du Tambourin. C'est un ancien modèle et elle est propriétaire de ce café, le Tambourin. C'est une des rares figures peintes par Van Gogh à cette époque. On aperçoit une geisha à droite, derrière elle, issue d'une exposition d'estampes japonaises accrochée dans ses murs par Van Gogh. On pense aussi évidemment à Manet, à Degas, à Toulouse-Lautrec, à la mélancolie, la férocité de la couleur en plus. L'absinthe de Degas, par exemple. Agostina, toujours. Plusieurs éléments rappellent les estampes japonaises ici, la bordure asymétrique, la stylisation du personnage dans un portrait sans ombre ni perspective, ou encore ce fond monochrome. Mais au raffinement de l'esthétique orientale, Van Gogh substitue une violence du trait, de la couleur, une radicalité sauvage. Ces hachures nerveuses entaillent, scarifient la composition dans la volonté qu'il décrira plus tard d'être capable d'exprimer les terribles passions de l'humanité au moyen du rouge et du vert. Je pense au portrait de Dora Maar par Picasso, une Dora Maar démantelée et recomposée par la cruauté picturale. Le père Tanguy, marchand de couleurs, et collectionneur et aussi marchand de tableaux. Malgré lui, c'est une figure très proche des artistes, une figure simple ici et amicale, bien assis de face à la manière d'un Bouddha ou d'un vieux sage japonais, et mise en aplat devant ce mur incroyablement coloré. La touche ici fabrique les matières en les lacérant. Les couleurs sont pures, sorties du tube, toutes associées en complémentaire ou opposées d'ailleurs les unes aux autres. À droite, Van Gogh reproduit l'un de ses propres tableaux, une courtisane issue d'une estampe japonaise. Il utilise là les couleurs et les formes d'une manière magistrale, haletante, rompant les rythmes, saturant la vision. Il s'agit de l'une des 3 versions qu'il a peintes, celle-ci acquise par Rodin. Et Rodin voyait en Van Gogh, je le cite, un admirable démolisseur des formules académiques qui eut aussi le génie de la lumière. Des natures mortes encore, de livres pour la plupart, comme des portraits d'ailleurs, comme des hommages, des objets silencieux mais bruissants de mots, et puis la solitude. Le désordre aussi d'un liseur enfiévré, souligné par l'énergie au scalpel, littéralement de la touche conjuguée à la couleur. Belle amie de Maupassant, Germinie Lacerteux des frères Goncourt, comme une déclaration d'admiration et d'amitié. D'ailleurs, Maupassant est l'écrivain favori de Van Gogh, c'est l'une des dernières natures mortes parisiennes et une sorte d'adieu à la capitale. La touche est large et striée, bleu et jaune pour les livres, rouge, rose, vert pour la branche de rosier, comme une signature charnelle d'ailleurs, et des éléments récurrents de japonisme, le rappel de la texture des crépons japonais, le cadrage oblique faisant culbuter livres et sculptures. Je pense au portrait de Zola par Manet, ou à cette nature morte de Signac de 1885, Au soleil. Au soleil est une œuvre de Maupassant, formidable organisation de couleurs complémentaires, orangé et bleu, rouge et vert, touches multipliées, expressionnistes. La table est remontée formant cadre dans le cadre. Le sujet est vu en plongée, en gros plan. Une nature morte classique,
revue par un peintre néo-impressionniste. Des autoportraits devenus mythiques d'une puissance inexplicable. Et je vois Kirk Douglas sur le tournage du film de Minelli, photographié là par Lucien Clergue en 1956. Et toute une série de tournesols menaçants, épineux, barbus et hirsutes, comme des autoportraits. Des autoportraits subjugants, centrifuges d'une virtuosité époustouflante et d'une sensibilité sur le fil du rasoir. Merveilleux ces tournesols. Dernier autoportrait avant le départ pour Arles, un portrait assez effrayant malgré la magnifique orchestration des couleurs pures, l'organisation encore des couleurs complémentaires, une activité de galérien de l'art. Le visage est tailladé par les touches fiévreuses. Il ressemble à une tête de mort, creusée, émaciée, malade. On cherche une ressemblance plus profonde que celle du photographe, écrit-il à sa sœur. Il est intensément présent, et ses autoportraits d'artistes à la palette sont des signatures de réelles cartes de visite. Les palettes exposent les gammes de couleurs utilisées par l'artiste. Et sur la palette de Van Gogh, eh bien, toutes les couleurs. Et en taches compactes, épaisses et bien isolées. Crâne, fin 1887. On pense aux vanités hollandaises, à la symbolique du crâne, l'évocation de la mort et d'une nouvelle vie peut-être après la mort. Artaud, après avoir visité une exposition de Van Gogh en 1947, le présente comme le suicidé de la société dans un texte absolument magnifique. Je le cite encore. Et il avait raison, Van Gogh. On peut vivre pour l'infini, ne se satisfaire que d'infini. Il y a assez d'infini sur Terre et dans les sphères pour rassasier 1000 génies. Et si Van Gogh n'a pas pu combler son désir d'en irradier sa vie entière, c'est que la société le lui a interdit. Le 21 février 1888, il quitte Paris pour Arles. Van Gogh n'a vendu qu'une œuvre de son vivant. Son œuvre, ce sont 879 peintures documentées, 1756 dessins, 10 gravures, exécutées en à peine 10 ans, et un parcours de tragédie. À Amsterdam, mon lycée porte le nom de Vincent van Gogh. Aux Pays-Bas, nous le prononçons d'une autre manière, Vincent van Gogh. Ce que je connais sur Vincent van Gogh est qu'il est un peintre. Un peintre qui est né aux Pays-Bas, mais qui a habité en France. Il a fait un autoportrait qui le représente avec des couleurs fades, très stylées, en utilisant des couleurs justement tristes. Et cet autoportrait, il l'a fait au moment, juste après, quelques années plus tard, quand il s'est coupé l'oreille, quand il avait trop bu. Ma peinture préférée est sûrement celle de la nuit étoilée. Avec toutes ses couleurs, ses détails, je l'adore. Elle se trouve quelque part, je ne sais pas totalement dans quel musée elle est.